Le S&P 500 est-il en situation de surchauffe extrême sur le plan technique et sur le plan fondamental? Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Chers amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Top Gun. Alors que vous le savez, je vous en parlais la semaine dernière, l'indice S&P 500 a rejoint la partie haute d'un canal haussier de moyen long terme, alors que le S&P 500 est très cher sur le plan des fondamentaux, qu'il a extrêmement bien performé depuis la prise de fonction de Donald Trump, alors que cette première année d'ailleurs du cycle présidentiel est favorable, mais la seconde année est la moins favorable, sauf que nous ne sommes pas encore en début d'année 2026, que la saisonnalité du quatrième trimestre est plutôt favorable, oui, mais va-t-elle s'exprimer alors que le marché est déjà tout en haut? Et mais le marché est-il vraiment déjà tout en haut? Oui, on parle du S&P 500, on parle des stars de la tech, mais la profondeur du marché est-elle vraiment, elle aussi, tout en haut, en surachat, sous des résistances extrêmes majeures, très bien valorisées? La réponse est non. Mais oui, le S&P 500, lui, est très cher. Et sur le plan technique, il a rejoint des résistances majeures. Je vais donc faire un point complet. En cette semaine qui voit la publication d'un nouveau rapport NFP, donc comme chaque premier vendredi de chaque mois. Alors oui, le marché se projette assez facilement sur encore deux baisses de taux de la part de la Réserve fédérale des États-Unis, mais comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, la Fed est data dependent, chaque rapport NFP va compter, sachant que les pressions inflationnistes sont là, mais moins que prévu finalement. On regarde, on commence à avoir du recul. Les entreprises ont compris. Elles ont compris que si elles impactaient trop le consommateur, les volumes baisseraient. Donc elles runnent leur marge. C'est pourquoi vous n'observez pas sur l'inflation temps réel de vagues d'inflation, de seconde vague d'inflation. Elle se maintient à un niveau élevé, mais elle ne s'envole pas. Bon, ok, on fait quelque chose de construit. Rappelez-vous le Top Gun du 7 juillet dernier. Dans le Top Gun du 7 juillet dernier, je vous montrais, alors c'était le début juillet dernier, c'est lorsque le S&P 500, fin juin, début juillet, cassait son record historique, donc c'était un signal haussier. Et je me posais la question, du coup, quelles étaient les cibles? Je m'amuse, hein, là, je m'amuse. Je reprends souvent ce que j'ai dit dans le passé. Je suis allé voir, et puis bon, j'avais pas dit trop de bêtises, puisque le 7 juillet dernier, je vous ai dit, bon, cassure technique haussière, et je vous avais une présentation technique et fondamentale encore, en expliquant que la cible, c'était 6700, sur le plan technique et sur le plan fondamental. Ça a été fait. Donc on va reprendre ça. Maintenant que les cibles sont faites, maintenant que c'est suracheté, maintenant que le marché est très cher, il a même dépassé en termes de valorisation, selon certains critères de valorisation, son record de fin 2021. Vous vous souvenez du bear market de 2022, même si on ne peut pas comparer les choux et les carottes, posons les choses actuellement. Maintenant qu'on y est, maintenant que les cibles sont faites, qu'est-ce qu'on fait? On sort pour ses profits, on remonte les stops, on stop suiveur, on fait rien, on garde, on hold. Personne n'a le même portefeuille. Donc, mettons-nous dans la peau de quelqu'un. Voilà, on part du principe, on a tous le même portefeuille, nous sommes exposés ETF S&P 500. Voilà. Comme ça, bien qu'on puisse s'adresser à tout le monde. Qu'est-ce que je fais? On peut prendre des profits, oui, d'ailleurs, beaucoup le font. La semaine dernière, il y a eu quelques séances de rejet sous les 6700 points. Voilà, des prises de profit lorsque des objectifs sont atteints. Maintenant, la question, ok, on atteint 6700, ça prend des profits. La vraie question, c'est est-ce le top majeur? Est-ce le top final? Is the final top in? C'est ça la question qu'on pose. C'est ça la question que je vais traiter. On peut être en surachat extrême, sans pour autant que ce soit le bout du bout, la fin de la fin. D'ailleurs, c'est passionnant parce que nous sommes dans cette situation fin septembre, début octobre. Le quatrième trimestre a plutôt une bonne saisonnalité, de bonnes statistiques de performance. Mais les a-t-il vraiment si déjà auparavant on est tout en haut? Bon. Première partie, on fera un gros point technique. Je passe en vue plusieurs critères pour déterminer si vraiment nous sommes en surachat extrême. Seconde partie, le plan fondamental. Sommes-nous vraiment en survalorisation extrême? Donc, je mets ça dans des tableaux avec un code couleur. Le rouge, c'est overheated. Bleu, c'est neutre. Le vert, on a encore de l'upside. Et vous allez constater dans cette présentation que nous ne sommes pas en rouge partout. Il y en a un peu. En fait, concrètement, si le S&P 500 est si haut,
ce sont les valeurs de la tech, ce sont les GAFAM, de par leur poids dans l'indice. Mais lorsque vous regardez d'autres indices plus larges, lorsque vous vous enfoncez dans la profondeur de capitalisation boursière du marché action américain, on commence, oui, peut-être à avoir un peu de surachat, mais il n'y a pas de divergence, le surachat n'est pas extrême. En fait, vous retirez les stars de la tech, ce haut de canal du S&P 500 en fait, n'existe pas. Prenez simplement le S&P 500 équipondéré. Vous voyez qu'on va faire donc beaucoup de choses. Donc grosse partie technique, grosse partie fondamentale. Et on ne perd pas davantage de temps, c'est parti. Nouvelle édition du Top Gun, le S&P 500 est-il en surachat extrême sur le plan technique ou le plan 500 est-il en surachat extrême? La question que je pose, c'est parti, on y répond. Le plan, très simple, je vous l'ai donné. 4 parties. Partie bilan, partie technique, partie fondamentale et un mot rapide sur les temps forts fondamentaux à suivre cette semaine. Et oui, chers amis, S&P 500, c'était donc ce que je vous présentais précisément le lundi 7 juillet. Donc il n'est pas nécessaire, enfin vous pouvez toujours relire, hein. C'était le slide que je vous ai proposé dans l'émission Top Gun du lundi 7 juillet. Donc nous étions au début du 3e trimestre, là on va attaquer le 4e trimestre. Voilà quel était le topo. Donc le S&P 500 réalisait une cassure technique haussière de son record historique. Je vous expliquais donc que cela confirmait la vue en VAC 5 et je vous ai proposé à l'époque, donc vous voyez ici sur le graphique, des extensions objectifs de cours. Ces cibles techniques, à l'époque, je les ai croisées avec les objectifs fondamentaux. Et vous aviez notamment la cible médiane des analystes financiers à 6700 points. Et il y avait donc des cibles ici d'analyse technique. Le marché était donc à 6278 points. Et effectivement, donc, nous étions ici le 7 juillet et effectivement, les cibles techniques ont été faites. Alors, les premières cibles de vaccins qui ont été faites, il en reste ici éventuellement qui peuvent être faites d'ici la fin d'année, 6008, 6850, 6870, mais la cible médiane des analystes financiers a été faite et elle correspond à ce haut de canal chartiste. Donc forcément, lorsque l'on voit ça, l'on se dit, bon, est-ce le bout du bout? Il est logique de prendre des profils, il est logique de respirer. Est-ce le point de départ d'un bear market? Ou est-ce le point de départ d'une respiration avant d'aller à plus haut? C'est le sujet central de notre fin d'année. Et c'est ce à quoi je vais tenter de répondre. Pour répondre, la meilleure façon de répondre, il y a plusieurs façons de répondre. La première façon de répondre, c'est les certitudes, les biais. Mais oui, le top est fait. Pourquoi? Parce que je vous dis qu'il est fait. Troisième guerre mondiale, c'est la fin du monde, tout est truqué, le monde va mal. Le top est fait. Ça va couler. Alors, quelqu'un qui vous tient un discours comme ça, vous essayez de gratter un peu, vous creusez le sujet. Ok, explique-moi, non mais, liste-moi tes facteurs, explique-moi quels sont les facteurs de baisse. Non mais concrètement, au-delà d'un simple discours de fin du monde. Et là, souvent, c'est le vide. Il n'y a plus personne. Mais, bon, c'est souvent des réponses que vous allez trouver. C'est dans les deux sens d'ailleurs. Mais non, le top n'est pas fait. Avec Donald Trump, ça ne peut que monter. Ça va à 10 000 points. Mais oui, le top est fait, ça va s'effondrer, c'est le crack, je te l'avais dit. Ça fait 10 ans que je te dis que ça va craquer. Bon. Voilà, ça c'est ce que vous allez entendre le plus souvent. L'autre approche, c'est juste de poser les choses. De rassembler plusieurs critères. Donc moi, j'ai proposé ici un certain nombre de critères. Donc j'ai fait pareil pour le plan fondamental, on les passe en vue. Quand c'est rouge, c'est chaud. Quand c'est vert, non, on n'est pas en surachat. Il y a de la marge. Donc quand c'est rouge, ça nous dit que c'est le top majeur que c'est fait. Vert, qu'on a juste une correction intermédiaire et qu'on va repartir à la hausse. Et là, c'est neutre. Donc j'entends bien, je précise ma pensée. Ici, je vous remonte le haut de canal du S&P 500. Il est quand même magnifique. Non, mais il est superbe ce canal. Tracé en mode aimant, ligne de canal parallèle, j'attrape ici pile poil le truc. C'est-à-dire, c'est un truc de fou. Non mais regarde, pour ceux qui doutent du chartisme, je vous montre ça, doutez. Est-ce que vous en doutez encore? Je vous montre ça. Je ne l'ai pas ajusté, c'est pile poil le haut du canal.
il a produit des effets la semaine dernière. Il sera peut-être cassé un jour, mais on ne peut pas douter des signaux chartistes des graphiques moyen-long terme. Plus l'horizon de temps est large, plus l'outil technique a un impact. Et ce canal est un nouvel exemple de cette efficacité sur l'horizon de temps moyen-long terme. Donc, la question que je pose, c'est est-ce le top majeur? Est-ce le top final avant un bear market? Ou est-ce simplement une phase de prise de profit où on va temporiser, peut-être retracer un peu et repartir? Ça, les amis, la question. Donc, si on a du rouge vif partout sur le plan technique et fondamental, ça c'est le top final. Si on n'a pas de rouge vif partout, il y aura d'abord une phase de pause, un retracement, alors l'amplitude on verra, et ensuite repartir. Vous avez capté ou pas? C'est parti. Donc, effectivement, première chose très rouge, donc ce canal. Ce canal, là, je suis sur le contrat futur S&P 500. Je peux vous montrer aussi l'indice S&P 500 spot. On a le canal. Voilà. Que vous soyez sur le contrat futur ou l'indice, on retrouve ce gros canal sur le S&P 500. Il n'y a pas de sujet. Le momentum moyen-long terme, il est en sur... J'aurais dû mettre en bleu. Il est en surachat, mais il n'y a pas de divergence. Oui. Donc, prenez le RSI mensuel en surachat, mais il n'y a pas la divergence long terme. Mais on est en surachat, et là, on voit bien effectivement le canal, je l'ai mis en weekly, on retrouve ici le canal en monthly. Bon, il est beau, hein, je veux dire, là, on est obligé de le voir, quoi. En hebdo, nous sommes en surachat, il n'y a pas de divergence. Vous voyez que tous les tops majeurs, hein, il y a eu des belles divs. Là, il n'y a pas de div, mais nous sommes en surachat. Mince. Le sentiment des investisseurs particuliers. Nous ne sommes pas dans l'euphorie. Par contre, on n'est pas non plus dans pessimiste, nous sommes dans un entre-deux. Sentiment des investisseurs particuliers. La question de savoir si c'est un top majeur, c'est une résistance majeure, une divergence baissière et 70% et 60% de bullish. Là, vous observez encore sur le sentiment des investisseurs particuliers, c'est le sondage AAI, il y a encore un équilibre des forces acheteurs-vendeurs. Un top majeur, tous les tops majeurs se sont faits dans l'euphorie écrasante les bears. C'est un critère qui n'existe pas. Par contre, oui, le réservoir des acheteurs s'est rempli, ça milite plutôt pour une temporisation depuis le haut de canal, un retracement. Alors ça peut retracer peut-être à 6005, peut-être même à 6002. Peut-être à 6002. Mais il y a une différence entre retracer à 6002 et repartir, retracer à 6005 et repartir, ou entrer en bear market et revenir à 5500. Il y a une différence. C'est pourquoi il faut statuer sur ce que fait le SP500 maintenant depuis ce haut de canal. Analyse quantitative, pareil. Ça, c'est la profondeur du marché. Donc là, je ne suis pas que sur les stars de la tech, je suis vraiment sur le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Nous ne sommes pas en zone extrême. Ni d'ailleurs en regardant le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Il y aurait eu un risque de top majeur si dans le haut de canal, nous avions eu entre 80 et 90% d'actions du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Il n'y en a même pas 59%. Là aussi, ça milite plutôt pour une correction court terme avant de repartir plus tard au quatrième trimestre. Donc nous ne sommes pas en surachat extrême, là, sur le plan quantitatif. Maintenant, qu'en est-il donc du positionnement institutionnel? Alors, effectivement, là, il y a des choses qui sont, que j'ai mis en rouge. Tout d'abord, c'est la toute dernière étude de la Bank of America, donc la fameuse étude qui sort chaque mois, la Fund Manager Survey de BofA. Un pourcentage de cash qui est très bas. Il faut faire attention, hein, donc les creux de marché, c'est lorsque le pourcentage de cash est tout en haut et qui va s'allouer sur les actions. En général, les sommets de marché, c'est quand on a un pourcentage de cash très bas.
on arrive vraiment ici près d'une zone basse. Effectivement, là, ce n'est pas forcément un niveau extrême bas, mais c'est une zone basse. D'autre part, lorsque vous interrogez les analystes financiers sur la situation actuelle du marché, d'ailleurs j'aurais dû mettre ça dans les fondamentaux, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans les signaux techniques, mais je l'ai mis quand même dans les signaux techniques, c'est pas grave. Effectivement, en termes de surévaluation, donc on va voir tout à l'heure plusieurs critères fondamentaux, là, il n'y en a jamais eu sur les 30 dernières années, il n'y a jamais eu autant d'analystes, autant d'investisseurs qui disent que le marché est surévalué. Même Jérôme Powell l'a dit la semaine dernière. Et dire. Ça, c'est un signal d'alerte rouge. Maintenant, lorsqu'on regarde la profondeur du marché, c'est-à-dire au-delà du S&P 500, et lorsque on retire le poids de la tech, donc je vais regarder le S&P 500 équipondéré, le Russell 2000 ou encore le Nice Composite, il n'y a pas de surachat ni de divergence. C'est ça en fait la principale différence entre le S&P 500 et la profondeur du marché. Le SP 500, lui, il est tout en haut, il est en haut de son canal. Je vais vous montrer d'autres indices. Prenez par exemple le Nice Composite. Le Nice Composite, regardez, pas de surachat en hebdomadaire. Ça, c'est toutes les actions américaines. Alors oui, à court terme, il y a des divs, mais en weekly, pas de surachat, pas de div. En monthly, pas de surachat, pas de div. Le S&P 500 équipondéré, pas de surachat. Pas de surachat en mensuel. Pas de surachat en weekly. Le Russell 2000, je vous ai montré la semaine dernière, oui, il a rejoint son record historique, donc il marque une pause, mais il n'y a pas de div. Regardez ici, le sommet de fin 2021. On échouait ici, il y a eu un piège technique, il y avait une énorme divergence baissière. Là, il n'y a pas de div. Donc effectivement, ça peut quand même temporiser un peu, mais why not ensuite franchir au Q4 ? Le secteur de la tech, oui, là c'est massivement suracheté, c'est la tech, et par contre il n'y a pas de divergence. Si vous prenez ici le secteur de la tech, oui c'est un surachat majeur, il n'y a pas de div ni en weekly ni en monthly. Ensuite en termes de saisonnalité, nous allons rentrer dans une période saisonnière qui est plus favorable, pas forcément octobre, mais surtout novembre et décembre. Donc effectivement, le marché pourrait prendre des profits un peu en octobre et repartir en novembre-décembre. Tout ça, en fait, rappelez-vous, la question que je pose, c'est avons-nous sur le S&P 500, ici, le top final de l'année? Est-ce fini? Est-ce terminé pour de bon cette année? La saisonnalité a plutôt tendance à dire que non. Et d'autres critères aussi, c'est ce que je vous montre dans ce tableau. Et finalement, d'un point de vue technique, on pourrait se dire que le marché peut effectivement temporiser un peu, peut-être quelques semaines là-dessous, mais aller encore un poil plus haut d'ici la fin d'année. Sur la fin du Q4. C'est, moi, le scénario que je privilégie. Même si dans un premier temps, ça marque une pause. Et ça retrace. Parce que ce haut de canal doit produire un effet. C'est une cible technique majeure. C'est vraiment l'analyse technique met en évidence cette résistance majeure. D'un point de vue d'ailleurs des vagues d'Elliott, je vous remonte donc mon scénario. Mon scénario ici, de vague 5, oubliez celle-là, c'est celle-là et c'est celle-là les targets de vague 5. Ça c'est simplement parce que j'ai pas décoché, je les ai pas décochés ici, vous voyez là. J'ai pas décoché les différents retracements qui sont proposés, mais les targets, les premières targets c'était celles-là, elles ont été faites. Et les targets finales, pour moi, c'est 6850, 6950. Donc on peut envisager qu'effectivement, dans un premier temps, le marché temporise, après avoir atteint ce haut de canal, et puis avoir un final de fin d'année qui permettrait d'atteindre ces 6850, 6950. Le marché est-il, ça c'est la saisonnalité, vous l'avez vu tout à l'heure, le marché est-il en surachat sur le plan fondamental? Je reprends après. Donc vous avez compris sur le plan technique. Vous voyez où est-ce qu'on en est. Vous avez vu les résistances qu'on a atteintes. Ok, très bien. Vous avez compris que c'est surtout le S&P 500, la tech, mais que grosso modo la profondeur du marché, non. Donc il y a encore en fait des réserves aussi sur le plan quantitatif. Ok, donc c'est pas du rouge vif partout. Ça milite plutôt en faveur d'un top technique intermédiaire, tout à fait, qui crée des prises de profit, tout à fait, mais pas un top final de l'année. Même question, même raisonnement maintenant sur le plan fondamental.
Vous avez le tableau sous les yeux, ça vous donne une synthèse. Ben, vous voyez que c'est à moitié plein, à moitié vide. Bon, du rouge, du vert. Le rouge, c'est quoi? C'est la valorisation boursière. Alors, il y a déjà eu plus cher, mais le marché est très cher. Je l'illustre. La valorisation boursière, vous l'avez ici à travers le PE ratio classique. Nous sommes à peu de choses près, mais pas encore, revenus au sommet de 2021. Mais pas encore tout à fait, il y a de l'upside. Bon, on est loin des sommets de la bulle Internet. Mais en termes de PE ratio, S&P 500, nous sommes revenus donc au sommet de 2021. En termes de PE forward, donc le prix du marché rapporté aux bénéfices anticipés, aux bénéfices futurs, donc des 12 prochains mois, nous avons dépassé le sommet de 2021. Et nous sommes en approche du sommet ici. Nous avons dépassé, pardon, le sommet de n'importe quoi, le sommet de la fin de 2024, et nous sommes en train de tendre vers le sommet de fin 2021. Donc nous sommes chers, mais il y a encore un peu de marge. Mais le marché est cher. Il n'est pas extrêmement cher, il est cher. Il est cher à très cher. Il y a d'autres façons d'illustrer le fait que c'est un marché, cher. Le PE Shiller, qui est franchement pour moi le plus respectable et respecté des indices de valorisation, 39,40. Le sommet de fin 2021 est dépassé. Et donc, la prochaine étape, c'est le sommet de la bulle Internet. C'est un PE Shiller entre 40 et 45. Là, on est à 39. Et donc, effectivement, regardez, on a là, c'était le sommet de fin 2024, il est dépassé. Et le sommet de fin 2021 est dépassé. Là, on est sur un marché, d'un point de vue du PE Shiller, qui est, oui, extrêmement cher. Alors, s'il est extrêmement cher, peut-être que c'est justifié. C'est surtout la tech, vous avez compris. Mais, oui, il n'y a pas le droit à l'erreur sur le plan fondamental avec un PE Shiller de 39. Le price to sales, le prix du marché rapporté au chiffre d'affaires. Record. Record de valo aussi. Pas le droit à l'erreur. Le Buffett Indicator, je vous apprends rien. Avec une total market cap qui fait 218% du PIB, 180% en y ajoutant les actifs de la Fed, au-dessus de 160, c'est bulle spéculative. Ça fait longtemps que cet indicateur dit de Warren Buffett le dit. Celui-là est beaucoup plus intéressant. Les rendements des bénéfices des S&P 500. Et ça permet de voir que c'est suracheté. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le rendement des bénéfices du S&P 500, donc la somme des bénéfices sur le prix du marché, c'est 3,36%, alors que le 10 ans américain est à 4,14. Lorsque le rendement des bénéfices du S&P 500 est inférieur au taux obligataire à 10 ans, c'est un signe de survalorisation, de surévaluation du marché action américain. Oui, alors, pas une décote incroyable, mais oui, de toute façon, ce n'est pas une surprise. Le marché action américain est en surévaluation, sur le plan fondamental. Il n'est pas en bulle de valorisation, il le serait si ça continue en ligne droite pendant plusieurs mois. Là, il est en survalorisation. Alors, est-ce qu'il peut rester en survalorisation comme ça un certain temps? Il faut regarder le cadre macro à venir. Et il y a des éléments qui le laissent penser, même si dans un premier temps, là, ça marque une pause, ça retrace. Vous avez tout d'abord les anticipations de profit, qui, elles, sont toujours très, très optimistes. Et là, on est vraiment dans l'euphorie. Pour quelle raison? En grande partie parce que le marché continue de se projeter sur, tout d'abord, le meilleur cadre macroéconomique qui soit, le soft landing. Donc, tant que les anticipations de soft landing restent majoritaires et que les anticipations de hard landing restent minoritaires, c'est un cadre qui peut permettre au marché action de poursuivre, en tout cas à la profondeur des titres, peut-être de rattraper les stars de la tech, comme je vous l'ai montré. Il y a une différence entre le S&P 500, le S&P 500 équipondéré, le Nice Composite et le Russell 2000. Le premier est en surachat, les trois autres ne le sont pas. Et puis, bien sûr, ces anticipations, c'est aussi en grande partie parce qu'il y a beaucoup d'optimisme sur les perspectives de politique monétaire de la Fed. Vous voyez que les analystes financiers anticipent
de 3 à 4 baisses de taux. Alors au total, en comptant celle qui est déjà passée, alors que la Fed, elle, nous dit davantage qu'il en restera 2, mais certains pensent qu'il peut y en avoir 3, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir à un moment ou un autre peut-être un jumbo Fed cut, oui, parce que 3, ça va être compliqué dans le sens où d'ici la fin de l'année, il n'y a plus que 2 décisions de politique monétaire, le 29 octobre et le 10 décembre. Donc ça explique que les investisseurs continuent de penser que ce marché action peut corriger effectivement à court terme, mais qu'il lui resterait un peu d'upside d'ici la fin d'année. Il n'y a pas, selon les indicateurs avancés, il n'y a pas de décrochage au stade actuel de l'économie américaine, même si elle ralentit, notamment dans le secteur manufacturier, il n'y a pas de décrochage. Alors, cette semaine, le rapport NFP, c'est le temps fort fondamental de la semaine, publié le vendredi 3 octobre. Il fera probablement la pluie et le beau temps sur la tendance du mois d'octobre, du début d'octobre, du S&P 500, et en particulier sur les probabilités d'action de la Fed, et sur le fait de savoir est-ce qu'on est en soft landing ou en hard landing. Donc concrètement, le S&P 500 est-il en surachat extrême sur le plan technique et sur le plan fondamental? Il est, oui, en surachat sur le plan technique. Il est, oui, en surévaluation sur le plan fondamental. Mais ni pour la catégorie technique, ni pour la catégorie fondamentale, nous pouvons parler d'un extrême. Donc, prise de profit, légitime, après les hausses de l'été et les objectifs atteints, mais probablement, d'ici la fin d'année, une dernière jambe de hausse, après la phase corrective. Merci à tous.